Eh bien bonjour, super content de vous retrouver pour ce deuxième tome du grand format consacré à la rentrée littéraire. On va pas vous parler de la grosse cavalerie dont on parle partout, ils n'ont pas besoin de moi, ainsi de suite. Alors il y avait ce fameux livre, vous savez, ce fameux roman surprise dont on s'est tenu en haleine, je veux savoir quel était ce foutu roman dont je parlais au mois d'août et qui allait paraître. Alors je vais vous le dire franchement, on en a parlé sur Sud Radio et tout, donc les gens, on a révélé et ça a cartonné, ça a été vraiment extraordinaire, mais c'est pour ça que je trouve que vous pouvez être des fois très décevant, mais vous pouvez être aussi extraordinairement tonique et que ça fait plaisir parce que vous nous faites confiance. Et ben ce fameux bouquin, ce fameux roman qui nous a vraiment beaucoup bouleversé, puis qui c'est Roberta Recchia, La vie qui reste, chez Istia et compagnie. Voilà, ça pour moi c'est un des grands romans de cette rentrée, c'est celui qui m'a vraiment bouleversé, qui a vraiment touché aussi Marina Carrère d'Ancos. C'est comme je le dis, c'est une chronique de gens ordinaires. Vous savez, c'est des gens. Alors on est en Italie. Déjà, ça commence par une très belle histoire d'amour complètement différente. Alors quand je dis belle, c'est pas neuneux, c'est vraiment, c'est très touchant, c'est très, voilà, on se dit que ces gens, en fin de compte, ils sont pas faits pour se rencontrer, et en fait, ça marche, voilà, c'est très tout en sensibilité, ouais, en finesse d'analyse et tout. Ils vont avoir des enfants, un fils et une fille. Alors ils sont italiens. Voilà. Alors déjà, la première partie, c'est l'Italie avec le soleil, la plage. Ils sont en vacances dans une station balnéaire genre Vintimille. Ils ont une fille et cette fille passe ses vacances avec eux et une cousine. Et tout va bien, ils sont très heureux. Le père, il est content avec eux. Ils se connaissent tous dans le village. Tout va bien jusqu'au jour. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais c'est le drame absolument cataclysmique. C'est-à-dire que ce sont des gens ordinaires qui sont confrontés à quelque chose d'extraordinaire, mais on se retrouve dedans parce que, en fait, c'est terrifiant parce qu'on se dit ça peut arriver à tout le monde. C'est ce dont ont peur tous les parents, dont ont peur tous les pères, les mères, et c'est la manière dont, alors. Comment vont réagir le père et la mère? Alors c'est complètement différent. Vous avez cette mère qui est complètement désespérée, vous allez voir comment elle sombre, comment ce père, il est tellement aimant, il va tout faire pour qu'elle se sorte de. C'est toute une famille qui se resserre, voilà, c'est vraiment tout pour survivre. C'est absolument. Alors, c'est une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas parce que en plus il y a un certain suspense. Qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, à cette jeune fille? C'est toute l'analyse psychologique. C'est vraiment un grand roman. Et puis il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que avec une histoire pareille, on se dit on va finir complètement cassé, c'est tellement voilà, on va pas avoir la pêche, et pas du tout. Ces deux personnages, ces trois personnages, mais particulièrement le couple, ils vont réussir à surmonter ce drame par l'amour, mais un amour pas neuneux, pas voilà, un amour viscéral, profond, comme beaucoup de gens, parce qu'on est très cynique à notre époque. On s'en dit oh, l'amour ça existe pas, ou alors ça dure pas plus de 3 ans, et il y a des gros psychologues qui vous font des tas de trucs, et là on tombe sur ces gens qui vont réussir, et vous finissez ce bouquin euh, bah, en disant que la vie, il y a de l'espoir, il y a que rien n'est jamais désespéré, et que quand on est ensemble et qu'on se supporte, on peut sortir de. Alors je ne dis pas que ça réussit tous les coups, mais là c'est allez-y parce que c'est vraiment une pure merveille dont on parle très peu. Enfin, on commence à en parler maintenant. C'est Roberta Recchia, La vie qui reste, chez Istia et compagnie. Je tiens à saluer la couverture aussi parce que je trouve elle est très belle. Alors le problème, c'est que vous avez une tendance, vous voyez, vous le rangez à l'envers parce que vous savez pas, mais c'est une pure. Allez-y, moi, La vie qui reste de Roberta Recchia, j'avoue que je connaissais pas du tout, et là, ça a vraiment été une révélation. Et je tenais à saluer parce que je crois qu'on va le faire de plus en plus. C'est de saluer la traductrice, et là, c'est une traductrice qui s'appelle Elsa Damien. Et je crois que le succès d'un livre, tient aussi à ce que la traductrice, recrée le style, même si c'est pas du mot à mot, mais voilà. Donc, il faut saluer cette dame. Normalement, je suis pas très fanat, mais eux, je loupe aucun de leurs bouquins. C'est Michel Canesi et Jamil Ramani. C'était, vous savez, des livres à 4 mains. Vous êtes incapable de dire qui a écrit quoi. Et ils avaient fait des choses absolument. Alors, ça existe en poche. Si vous n'avez pas lu, moi, je l'avais découvert avec la Villa Taylor, qui est l'histoire de cette ville-là au Maroc, qui a connu. Voilà. Pour moi, ça avait été une révélation. Il avait fait aussi Alger sans Mozart et L'ultime preuve d'amour, qui
qui est moins connue, mais qui est une très belle histoire d'amour entre en Algérie, au temps de la colonisation et de la libération, enfin de l'indépendance, où on se rend compte qu'il est fort difficile de poursuivre une histoire d'amour quand on est algérien ou algérienne et français. Ils écrivent mais merveilleusement bien. Et là, je me suis fait avoir encore les femmes de nos vies à la belle étoile. Ça, c'est pareil. Alors, si vous voulez tout oublier pendant, vous savez, c'est ce que j'appelle pour certains, c'est militant. Quand je dis que c'est un livre de détente, en fait, c'est des gens qui racontent une histoire. Alors, ils écrivent, le style, il est vraiment élégant, au service de l'histoire, et ça n'a rien dans ma tête de péjoratif. C'est-à-dire que c'est de la littérature, hein. Je préfère franchement vous dire que ce genre de livre, à certains grands, voilà, à Arnie Ernaux, par exemple, là, je vais me faire tuer. Donc, on est dans les années 60, des années SIDA. Donc c'est l'histoire d'amour alors c'est l'histoire d'amour croisé, hein, entre. Le problème, c'est que c'est des époques de jeunes d'hommes qui ont du mal à assumer leurs différences, et c'est une histoire d'amour entre une jeune femme, là elle est là, hein, et deux hommes, Nicolas et un jeune, ouais, un jeune, il est plus vieux, musulman, il est musulman lui, donc et l'autre est catholique, donc ils sont vraiment c'est pris par la religion, le conservatisme. Ils vont alors, c'est tout en charme. Voilà, il va se passer quelque chose. Hein, c'est-à-dire que des années SIDA, quand on a le SIDA, c'est fini. Et là, il y a les deux mères, c'est-à-dire qu'il y a la mère de Nicolas qui est français, catholique, classique, et puis il y a la mère du jeune Algérien, elle qui est musulmane. Il meurt, il va y avoir l'enterrement, et puis une jeune femme avec lequel le jeune Algérien est sorti, hein, parce qu'il voulait pas assumer voilà, il voulait se prouver, il voulait être avec les femmes, il voulait être un homme, enfin vous voyez le genre, comme ça se faisait encore, d'ailleurs ça se fait peut-être encore. Et c'est la rencontre de ces deux mères, c'est absolument extraordinaire. Alors, pourquoi? Pas parce que ce jeune Algérien va avoir un accident de moto, il va être hospitalisé, et tout le monde va se battre pour qu'il s'en sorte, et c'est la rencontre de ces deux cultures, de ces deux femmes qui ont rien apparemment rien pour se parler, et en fin de compte elles vont tomber pas amoureuses mais très en amitié, elles vont se comprendre, c'est le côté universel de l'humanité. Et puis il y a cette jeune femme, donc vous allez découvrir, hein, parce que je vais pas vous raconter, on va encore me dire que j'en raconte trop, et comment elles vont s'unir toutes les trois, et plus un autre personnage, pour sauver cet homme du désespoir, parce que quelque part l'accident, alors ouais, non, je vous raconte pas parce que donc voilà, c'est une très très belle histoire. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas, vous êtes complètement attendri par Nicolas et par le jeune Algérien. Ce sont des gens brillants, intellectuels, et vraiment c'est une pure merveille. Je vous le dis franchement, ne passez pas à côté de ça. Vous avez passé, c'est quoi, il y a quoi, 350 pages, vous les voyez pas passer. Moi, j'ai fait un Paris-Bordeaux, un Bordeaux-Paris avec ça, plus, vous voyez, voilà, vous êtes un peu énervé que le train arrive, le TGV arrive déjà, parce qu'il vous en reste encore et que vous voulez savoir ce qui va se passer. Voilà, c'est une plume, et en plus, c'est un beau portrait des années SIDA, et un beau portrait aussi d'humanité, de générosité, d'amitié, d'amour. Ils ont l'art d'analyser les caractères, les situations. Voilà. Donc, je vais pas vous faire 3 tonnes là-dessus, mais pour moi, c'est un des indispensables. C'est Canesi et Ramani, Les femmes de Novice chez La Belle Étoile. Et si vous prenez l'autre, Roberta Recchia, La vie qui reste chez Istria, là, vous allez passer un superbe moment. Voilà, c'est des chroniques de gens ordinaires quelque part, donc à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, voilà. Allez-y, pour moi, c'est une très belle référence. Alors, on va passer sur un autre livre c'est Delphine Minouy, ça s'appelle Badgens, c'est au seuil. Alors, la couverture, elle a l'air comme ça, assez chantante, hein, les couleurs sont assez chatoyantes. Et en fait, ce livre, c'est carrément une claque, parce qu'elle nous raconte, Badgens, c'est le surnom, c'est d'une jeune fille, d'une jeune iranienne, hein. Et cette jeune iranienne, on est au temps de ce qui se passe à Téhéran en ce moment, ou dans la campagne, enfin dans les grandes villes iraniennes. C'est vraiment au quotidien, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est qu'on voit ce qui se passe en France, mais là, ce qui se passe dans ce pays, c'est absolument abominable. C'est-à-dire que comment on oblige, on les voit, les petites filles dès le départ, elles n'existent pas. C'est-à-dire que elle nous raconte quand sa mère est enceinte d'elle,
tout le monde, mon Dieu, c'est une fille. Et là, elle va avoir un frère, et le frère est tout. C'est-à-dire, vous allez ressentir dans ce bouquin, c'est même pas de la violence, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire, mais pas du tout. Elles sont invisibles pour les hommes, sinon pour faire l'usuel, enfin le quotidien. Il y a le très beau le portrait de sa mère qui, comme ça, sous les tchadors, en fait, elle comprend sa fille et elles se comprennent, elles s'aident entre elles, mais toujours en se cachant. Hein. Et puis il y a un moment, il y a une manifestation dans cette ville et elle va vouloir être libre et elle va payer sa liberté et ce moment de grande liberté de sa vie. C'est vraiment c'est très petit. Enfin, vous voyez, c'est pas épais, mais alors vous en prenez plein la tête. Et alors surtout, ce que j'aime, c'est vraiment l'oppression au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas des grandes. Non, non, c'est comment on oblige les. Voilà, le moindre cheveu qui dépasse du foulard, c'est une catastrophe. Comment ils ont peur, mais comment ils essayent de résister petit peu par petit peu. C'est vraiment. On est à Shiraz, voilà, en 2002. Hein, c'est au cœur de la révolte Femmes, Vie et Liberté. Et cette jeune femme, elle a 16 ans, donc quelque part, c'est un suicide. Hein. C'est-à-dire que là, vous entendez la balle qui arrive et qui, voilà, c'est absolument. Si vous êtes une femme, une Française, il faut absolument que vous lisiez ça parce que là, ça vous donne un portrait de ce qui se passe ailleurs que chez nous. Et si vous avez une fille, il faut aussi leur montrer comment c'est. Puis si vous êtes un homme, lisez ça parce que la bêtise masculine est absolument, c'est même pas c'est de la barbarie, quoi. Donc ces femmes qui sont confrontées à la barbarie, qui se battent pour un peu de liberté, cette liberté qui ne vient jamais parce que jusque voilà. Ça s'appelle Badgen, c'est de Delphine Minoui et c'est au Seuil et j'ai vraiment beaucoup aimé. Juste un rappel, un chef-d'œuvre de la rentrée, c'est Camille Pascal, La Reine du Labyrinthe chez Robert Laffont, hein, qui a lui, il a un des plus beaux styles français. Pour moi, c'est un des plus beaux styles français et qui va nous faire redécouvrir l'histoire du collier de la reine avec Marie-Antoinette et qui est une merveille, c'est-à-dire pas il renettoie pas, mais il nous fait redécouvrir autrement cette affaire qui n'est pas forcément ce qu'on nous a voulu nous faire croire pendant des années. Allez-y, bon. Vous lisez ça aussi, parce que ça fait partie du patrimoine hein, de lui, c'est Camille Pascal, La Chambre des Dupes, et c'est L'air était tout feu, et c'est que des personnages de femmes, c'est des femmes, et qui ont compté dans l'histoire, mais qui ont été complètement oubliés. C'est chez Pocket, vous y allez. Alors le favori, moi je l'ai découvert grâce à Valérie Expert, c'est Ala Swani, ça s'appelle Au soir d'Alexandrie. Alors Alexandrie dans les années 50, hein, c'est le café, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est on papote, c'est les cigarettes, vous voyez, un art de vivre, voilà, comme en Orient, tout va bien. Et puis il va arriver une page d'histoire, c'est-à-dire Nasser avec tout ce qui va arriver, la révolution égyptienne, et c'est le choc. Enfin, voilà, ils sont culbutés par cette révolution, ces nouveaux idéaux, et puis leur façon de vivre. Mais c'est surtout la description d'une ville, Alexandrie. Moi, je suis jamais allé à Alexandrie, hein, et là. Vous y êtes, quoi. Vous les voyez, vous les entendez, le bruit, c'est plein de poésie, c'est plein de charme, c'est vraiment, ça a été traduit de l'arabe par Gilles Gauthier, hein, donc n'oubliez pas le traducteur. Il avait fait un livre que j'avais beaucoup aimé, et que j'ai beaucoup aimé, qui est célèbre, qui s'appelait L'immeuble Yacoubian. C'est chez Actes Sud, c'est en format poche. Et là, vous retrouvez un peu cette sensualité, cette analyse de la situation. Et puis, voilà, il rend humain des grands événements. Et vous comprenez plus l'impact qu'a eu cet événement ou ces événements sur la vie quotidienne de ces gens. C'est vraiment une pure merveille. Je vais me refaire mal. Aswani, c'est Au soir d'Alexandrie, chez Actes Sud, traduit par Gilles Gauthier. Allez-y, ça c'est j'ai adoré. Alors là, c'est un bouquin très dur. Hein. Je l'ai lu aussi dans le TGV et qui vous fait tout oublier. Alors c'est si vous êtes dépressif, vous avez des problèmes avec vous ne lisez pas ça parce que mais c'est absolument magnifique, c'est terrifiant, ça s'appelle c'est une collection un Charléa qui s'appelle Une journée particulière. C'est de Mathieu Gounel, ça s'appelle Toujours l'aimer. Alors la couverture, elle est pas folichonne, hein, je l'avoue, mais ceci dit, bon, le roman n'est pas folichon non plus. Ça va faire fuir beaucoup de femmes et de parents. C'est l'histoire d'une femme qui nous parle de son bébé. Alors, ce qui est terrifiant, c'est quand elle nous parle de son bébé,
elle l'aime, elle l'emmène au square, elle lui tricote, elle lui des bonnets, elle s'amuse, elle lui achète plein de jouets. Enfin, vous voyez, c'est la mère, voilà, comme toutes les mères. Et là, vous découvrez qu'elle part dans une station balnéaire au bord de la plage. Elle emmène son enfant, elle le pose sur la plage et elle s'en va. Et la marée monte. Et là, c'est l'histoire de cette femme qui entre folie et dans sa folie, enfin, c'est incompréhensible, enfin, c'est insoutenable ce qui va se passer, mais vous comprenez quelque part sans le comprendre cette espèce de folie qui s'empare d'elle et elle a cette truc absolument pour elle. Si l'enfant devait vivre, bah, il l'aurait vécu parce que la marée, voilà, vous voyez, mais c'est surtout d'une poésie, c'est tout en pudeur dans les mots, mais c'est d'une force incroyable et enfin vous comprenez non, vous rentrez dans le cerveau de cette femme qui entre la, ouais c'est de la folie quoi quelque part et elle essaye de structurer cette folie et elle va poser cet enfant et elle s'en va en continuant à dire j'adore voilà et puis s'il avait été là j'aurais joué avec lui, on aurait été à l'école, on était au c'est absolument hallucinant pour moi, c'est un des livres les plus euh, incroyable et plus voilà, je j'ai pas de mots pour ça parce que je me le suis pris en plein dans la tête et je me suis dit c'est pas possible qu'on écrive un livre comme ça parce que cet homme il lui est pas arrivé ça hein. Et quand vous lisez les faits divers sur ce qui est arrivé hein, d'ailleurs c'est déjà arrivé je crois dans le Nord il y a quelques années et il est enfin vous sans comprendre cette femme voilà c'est elle est je peux pas juger. Hein. Ça s'appelle Toujours l'aimer de Mathieu Gounel. C'est dans la collection Une journée particulière chez Arléa et c'est voilà. Mais surtout, hein, si vous avez perdu un enfant, si vous avez voilà, si vous êtes sensible, et tout, ne lisez pas cette chose parce que c'est quelque part complètement terrifiant, mais fascinant. Hein, une fois que vous êtes dedans, je ne pouvais lâcher ce bouquin et tout en la maudissant et tout en essayant de comprendre, tout en voilà. Allez-y. Mais je vous ai prévu, hein, je vous ai prévenu, âme sensible, on va éviter. Yasmina Kadra, Cœur d'amande, c'est chez Malébaro. Alors ça me fascine parce que j'ai des amis qui ont détesté et j'ai des amis qui ont adoré. Pour vous dire, avec Marina, Valérie et moi, nous avons adoré, mais vous avez certains écrivains qui ont trouvé ça cuculapraline. Alors, c'est vrai que quand vous avez lu le précédent, qui est un énorme, qui a été pas une révélation, parce que Gara était un immense écrivain, hein, mais qui avait été sur l'indépendance, l'Algérie, ce garçon qui va se battre en France, qui, voilà, c'est 600 pages d'un livre d'une puissance incandescente, hein, comme peut le faire, seuls peuvent le faire un grand écrivain. Et le problème, c'est avec les lecteurs, c'est qu'ils veulent que le monsieur il refasse la même chose, vous voyez, il veut le même sujet, le même. Alors c'est l'histoire de Cœur d'amande, hein, c'est un jeune homme, hein, un jeune, il garde sa grand-mère, alors sa grand-mère qui était, on est en plein Belleville hein, dans les années 60, c'est-à-dire que c'est plein de gouailles, c'est plein de gens qui ils se connaissent tous, hein, le café, c'est des chapardeurs hein, quelque part. Alors il a une grand-mère très spéciale qu'il adore hein, et elle était très littéraire, c'est-à-dire qu'elle l'a fait lire, voilà, son monde était entouré de livres, de chansons, c'était une intellectuelle quelque part. Et alors ils sont dans un hôtel, dans un appartement, c'est Belleville, hein, c'est-à-dire que c'est pas pourri, mais c'est très simple, c'est très, c'est pas comme, c'est pas le Belleville des bobos maintenant au début de Chaumont, hein, ça n'a rien à voir. Et puis il y a cette communauté, il nous parle, et c'est ça qui est génial dans Cadra, c'est-à-dire que il nous fait participer aux petites gens, aux gens ordinaires. Euh, euh, cette entraide et cette entraide que j'ai connue donc quand on dit c'est parce qu'il y en a certains qui disent ouais c'est un livre cuculapraline mais ça existe pas ou c'est pas moi j'ai connu ces gens qui s'entraident vraiment la femme qui est en face sur le palier qui va chercher à manger ou qui font les courses pour la dame qui est malade sur le partout quand vous allez dans la rue vous dites bonjour avec toutes les histoires le café on se raconte on se connaît on se donne des surnoms et là c'est absolument il raconte, mais ça d'une manière divine, mais vraiment, c'est du Audiard presque, vous voyez, mais Audiard revu, bah oui, c'est du Audiard en fait simplement, mais avec beaucoup plus encore de
tendresse, voilà, de sentiments dedans, et vous êtes complètement dedans. Alors il y a des voleurs, hein, il y a des escrocs. Lui, il est pas net. Hein, et le problème, c'est que sa grand-mère est atteinte d'Alzheimer. Et il va être confronté à des gens, de la famille qui vont être un peu, voilà, comme ça arrive dans certaines familles, c'est-à-dire que on veut récupérer la part de la grand-mère et puis on met la dame en EHPAD, vous voyez, mais pour des bons sentiments, hein. Et là, c'est le combat de ce gamin pour essayer que ça se passe pas. Est-ce qu'il va y arriver ou ce qu'il va pas arriver, mais il va être sauvé par quelque chose. C'est la littérature, c'est-à-dire qu'il va écrire un livre absolument, voilà, sur son histoire et tout. Je suppose que vous connaissez pas le livre qu'il va écrire, hein, mais qui aura du succès parce que ça parle de sa grand-mère. Mais c'est un peu, il doit parler dans ce livre de la manière dont parle Cadra des gens qui entourent. C'est vraiment, c'est alors ils ont des surnoms pas possibles. Vous allez voir, il y a des moments où c'est entre rire et larmes, sourire. Vous êtes, puis on voit l'immeuble qui est un peu pourri, qui tombe en déliquescence, vous voyez, mais ils sont heureux quelque part. Il n'y a pas de salle de bain reluisante, mais il y a plein d'amour, d'amitié, ouais, ils s'épaulent quoi. Ils ont pas, ce qui est de plus en plus, enfin, je vais vous dire, ça devient de plus, voilà, on est tellement tous égoïstes, égocentriques et tout. Il faut aller dans certains quartiers pour redécouvrir. Et je suis sûr que ça existe encore dans certains quartiers parisiens quand on parle de la Goutte d'Or, alors qui est plus communautaire. Cette aide, elle est plus communautaire, mais c'est un peu ça, quoi. Allez-y, moi, j'ai adoré. Voilà. Alors peut-être que je suis cuculapraline, que j'aime et ben je vais vous dire, si tous les livres cuculapraline étaient comme ça, moi j'en veux des tonnes et des tonnes. Et puis il confirme, il n'a pas même pas besoin de confirmer que c'est un des plus grands écrivains français contemporains, que je ne comprends pas que un monsieur comme ça, si tant est que ça serve à quelque chose, soit pas à l'Académie française, alors qu'on voit des gens complètement inconnus qui ont autant de talent que moi pour faire la cuisine. Allez-y, il y a le précédent qui est paru en poche, en pocket, donc si vous l'avez pas lu, allez, c'est un grand bouquin. Mais on retrouve dans tous les livres de Cadra, qui est pour moi un des grands écrivains qui resteront. Il y en a certains, je suis pas sûr, hein, mais lui, il y aura au moins, voilà, ses livres resteront pour diverses raisons, mais déjà parce qu'il a beaucoup de talent et parce que son, sa caractéristique, c'est de donner de, de la vie à des gens ordinaires qui sont des invisibles, qu'on oublie, qu'on croise, et que les grands écrivains, enfin les grands contemporains, n'est-ce pas, oublient un peu seulement pour faire pittoresque, quoi. Donc, allez-y, ça s'appelle Yasmina Kadra, Cœur d'amande, c'est chez Mallet Barreau, et il faut bien sûr tout lire de Kadra. Oh, bah, on va se faire quelques livres de poche. Et là vient de paraître de Emilia Hart un livre que j'avais adoré qui s'appelait La Maison au sortilège. C'est Pocket. C'est trois femmes, trois époques, trois époques, trois femmes et une maison. Et là, c'est la condition des femmes à leur époque, et on voit que ça a peut-être évolué, mais il y a un commun entre les deux, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont souvent maltraitées. Hein. Il y en a une qui est sorcière, qui est considérée comme sorcière, l'autre qui est maltraitée physique, euh, qui a violence comme on fait aux femmes actuellement. Allez-y, ça a été franchement, ça a été un des plus gros succès de la Griffe Noire. En plus, au début, uniquement par le bouche à oreille, hein, parce que les femmes, et j'ai adoré la couverture. Je trouve que la couverture est extraordinaire. L'histoire est absolument captivante. Et je suis pas très pour les flashbacks. Vous savez, je rentre, je suis je sais plus combien, au 14e, 15e, 16e siècle. Ben ça me gonfle un peu. Et là, je suis fait avoir complètement. Et c'est un des incontournables, hein, de la rentrée en livre de poche. Et ça a été traduit de l'anglais par Alice de l'Arbre, donc que nous saluons ici. Ah, fascinant. Ça avait été un de mes livres aussi quand c'était paru. Ça m'avait, mais Émilie Guillaumin, ça s'appelle Petite Dent, Grand Croc. C'est chez HarperCollins Poche. C'est elle qui avait fait l'embuscade, qui avait été absolument. Moi, je m'en étais pris plein la tête, et comme beaucoup de gens. Hein. Et je pensais que c'était un one shot, pas un one shot, parce que bon. Et là, ça m'avait aussi fasciné complètement différemment. C'est Petites Dents et Grand Croc, c'est l'histoire d'une femme. Bah, tout va bien, elle est heureuse, elle est DRH, elle a un mari qu'elle aime, voilà, et puis elle va avoir un enfant. Et là, tout va se déglinguer. Mais alors, tout se déglinguer. Tout était, voyez, bien huilé. On allait en vacances à et elle,
elle se dit, vous savez, quand on travaille trop, euh, et vous rentrez dans son esprit, et là, on ne sait pas si elle devient parano ou si elle est victime de quelque chose, parce que elle a ce mari qui est avec son fils, qui on a l'impression il essaye de séparer son enfant de cette femme. À un moment, on se demande s'il va pas la tuer, s'il n'y a pas un complot. C'est absolument fascinant. Et c'est rentrer dans la psychologie de ces femmes, vous savez, qui après ont eu un enfant et qui, bon, bah, ont une dépression, hein, quelque part. Bon, alors elle a beaucoup de talent, donc elle rajoute à d'autres choses. Elle a aussi le côté métier qui est omniprésent et qui vous bouffe complètement. Il y a un côté suspense psychologique qui est, alors, mais il y a une fin, je vous dis pas, il y a une fin, cette femme jusqu'au bout, je ne sais pas si le mari est absolument abominable, je ne sais si cette femme est folle, si on va aller à la catastrophe, si ce qui se passe, c'est quelque chose elle s'invente dans sa mémoire ou c'est quelque chose qui se passe. Et puis en plus, c'est avec des gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire que c'est des gens que c'est des femmes que vous croisez. Tout le monde a, enfin, vous connaissez une mère, vous avez votre femme, vous avez des enfants, et là, ça vous, allez-y, c'est vraiment, c'est du Stephen King, hein, quelque part. Hein, c'est psychologiquement, moi je m'en souviens encore. Alors le nombre de livres que je lis et que j'oublie, c'est Émilie Guillaumin, c'est Petites Dents, Grand Croc. C'est chez Harper et Collins. Il y a la fin du série, vous savez, de la saga des Casalets, qui était en fait l'équivalent des Forsyth fin 19e à nous, début 20e jusqu'à moitié, voilà, jusqu'aux années 70. Et là, c'est le dernier tome qui vient de paraître en folio et qui est vraiment, bon, alors ça enchanter les gens. Alors il y en a qui ont abandonné un cours de temps parce que le fait c'est que les tomes ils suivaient, on avait un peu. Là vous pouvez vous prendre tous les tomes en folio, vous les faites les uns derrière les autres si vous avez le temps. Et celui-là c'est la fin de la série, ça s'appelle La fin d'une ère. Elizabeth Jane Howard. Il faut saluer Folio et Gallimard d'avoir ressorti ça parce que elle était complètement oubliée alors que c'est un monument ou même méconnu en France, alors que c'est un monument de la littérature anglaise du XXe siècle. Ah, alors ça, Chonchon. Alors je suis tombé amoureux. C'est presque ma biographie, ma première biographie. J'en suis très fier et je sais très bien qu'elle a dû m'observer et qu'elle me connaît depuis très très longtemps. C'est de Laetitia Lesault et de Stéphane Servant. Ça s'appelle Chonchon, le fait cochon chez Didier Jeunesse. En fait, c'est l'histoire d'un petit cochon. Chez les cochons, dans sa famille, on est maçon, voyez. Alors, il doit faire des études de maçon. Et, quand ça l'ennuie, lui, le maçon, les pierres et tout. Franchement, lui, il a une obsession, c'est d'être fée. Voilà, il veut être une fée. Et les parents sont complètement désespérés, mais il va réussir à rentrer dans l'école des fées et à devenir une fée. Et alors c'est drôle, regardez, les illustrations, c'est vraiment extraordinaire. J'ai adoré, franchement, c'est plein d'humour. Les gamins, on l'a fait essayer, ça marche, mais alors vraiment incroyable. Le cochon qui devient fée. Puis il y a un moment, vers la fin du bouquin, il y a le grand loup qui est là. Et le grand loup, il veut bouffer tout le monde. Et il arrive vers bah, le cochon fait. Il dit, mais je vais le sauver. Alors il a sa baguette. Enfin, elle ou il, j'en sais rien, le Yel. Et il arrive, il fait alors, la bracadabra. Et il se passe absolument rien. Il n'y a rien du tout. Donc le loup va le manger. Et en fin de compte, ils vont pas se manger. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le cochon, il voulait être une fée. Et le loup, il ne veut pas du tout dévorer les êtres humains. Il aime les gâteaux, il aime les choses comme ça. Et il n'a pas d'amis, puisqu'il les mange tous. Donc tout le monde a peur. Et l'autre lui dit, bah écoute, on va devenir amis. Et bah voilà, c'est la morale de l'histoire, c'est-à-dire que bah on peut être différent si on s'écoute, on accepte la différence de l'autre, sans tomber dans des grandes théories. Hein. C'est plein d'humour, c'est pas woke du tout. C'est pas voilà, c'est vraiment l'acceptation de la différence. Allez-y, c'est drôle, c'est plein d'humour. Et si vous voulez pas voir la notion de différence, c'est tout simplement un loup qui tombe ami avec un cochon fait, ce qui compte. Vous venez à la Griffe Noire, vous croisez un nombre de cochons faits absolument à tous les rayons. Voilà, c'est Chonchon, le fait cochon, chez Didier Jeunesse de Stéphane Servant, Laetitia Lesault. C'est à mourir de rire et d'intelligence et de tendresse, et ça marche, mais alors vraiment, voilà, nous on en vend, mais là je suis absolument étonné.
puis bon, c'est rose, donc surtout ne passez pas à côté du Olivier Nurek, Les Guerriers de l'hiver chez Michel Lafon. On va pas refaire des tonnes parce que là, tout le monde l'aime, c'est un autre Norek. Je crois que toutes les seules émissions où il est pas passé, c'est le Jour du Seigneur, et encore, je suis pas sûr. Hein. Donc, mais on a été, nous, les premiers à acquiescer à ce qu'il aimait. Ne passez pas à côté du Long Island de Cole Tombin, qui est vraiment, c'est le top. Ça fait partie des grands. J'allais oublier. Je savais bien que j'allais oublier quelque chose. De Michael Finkel, Le voleur d'art chez aux éditions Marchiali. Alors, on vous le mettra, et qui est une histoire absolument fabuleuse. Moi, ce bouquin m'a enchanté. Mais alors vraiment enchanté. C'est l'histoire d'un couple qui vole des objets d'art. Donc, je me demande si j'ai pas fait dans l'autre précédemment, mais j'ai envie de le refaire. Donc, franchement, ça pour une fois qu'il y a un livre original, une histoire originale, mais tirée vraie, hein, c'est ces gens qui vont, allez-y, passez pas à côté, c'est l'histoire de ces jeunes enfin ouais, de ce couple, qui sont des voleurs d'objets d'art. Hein. Donc, alors déjà, vous allez voir comment ils vont voler, il suffit d'un grand manteau, et rien que quand ils racontent ça, c'est absolument dedans, c'est fabuleux, vous dites ça a marché. Et vous dites, quand on vole des objets d'art, c'est pour les revendre aux resellers et tout, avoir du fric et tout. Non. Eux, ils habitent chez leur maman, chez leurs parents. Ils ont une espèce de soupente qui, voilà, ils vivent dedans, c'est leur chambre. Et ils ne volent que les objets qu'ils aiment, hein. Attention. Hein. Et ben, ils les mettent dans leur chambre. C'est-à-dire que ils sont là, dans leur lit à baldaquin, parce qu'il y a baldaquin, et ils ont un Rembrandt, une statuette japonaise. Et là, il y en a pour certains disent plusieurs centaines de millions, voire 1 milliard, qui ont été retrouvés là. C'est absolument incroyable. Surtout que c'est vrai, quoi. Enfin, il a fait des enquêtes et tout. Ils ont été arrêtés, hein, malheureusement. Mais enfin, ouais, parce que quand vous dites, en fin de compte, il y a tellement de gens qui vont dans les musées. Franchement, là, je vais pas vous dire où. Ils ne regardent pas. Déjà, ils ont leur iPhone, hein, donc le moment, ils vivent pas le moment. Hein, ils iPhone, ils passent à un autre et tout, mais ils apprécient pas. Enfin, je veux dire, ils vont pas rester. Voilà, ils sont et eux, ils volent. C'est vraiment, ils apprécient l'objet d'art. Donc il y a une sorte de revanche de l'art sur le quotidien. Allez-y, c'est drôle, c'est intelligent, c'est hyper bien fait, c'est vrai, c'est impressionnant. Et moi, j'ai découvert quelque chose. C'était des gens. Enfin, je les aime bien ces gens, donc peut-être qu'ils sont un peu mythos, un peu parano, un peu tout, mais dans notre époque, ils se ressemblent tous tellement que voilà, ça. Allez-y, ça s'appelle de Michael Finkel, c'est Le voleur d'art aux éditions Marchiali, c'est vraiment, j'ai adoré. Juste à signaler pour les amoureux de littérature ou ceux qui ne connaissent pas la littérature américaine. Alors la collection, il y en a certains, on se dit ils l'ont écrit parce qu'ils ont à refaire leur papier peint, à rechanger leur voiture. Parce que, alors, franchement, ça n'a, voilà, je donnerai pas de nom, mais bon. Mais là, c'est vraiment un excellentissime, c'est Bruno Corti, c'est le dictionnaire amoureux de la littérature américaine, c'est chez Plomb, et là il va vous faire découvrir Mark Twain, Edgar Poe, Dos Passos, Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, les grands, vous voyez les grands, mais aussi les plus contemporains, Russell Banks, Paul Auster, Richard Ford, il y a tous les mouvements, ça vous parlait aussi des romans cultes comme le Dahlia Noir, American Psycho et tout. C'est vraiment hyper bien fait. Moi, je l'ai parcouru et j'adore la littérature américaine, mais il y a des gens que je connais pas ou enfin très moyens et des romans que je n'ai pas lus et ça m'a donné absolument à lire, envie de lire ces romans et de redécouvrir ces gens. Puis il y a des gens comme James Cromley que peu de gens connaissent maintenant parce que ça a eu sa mode il y a 10-15 ans avec l'ours du Montana. Enfin, les romans de Cromley qui sont absolument extraordinaires hein, sur l'Amérique profonde. Allez-y, c'est vraiment génial. Et puis, ce petit bouquin qui était paru, je crois, c'était chez Gallimard, c'est Denis Mukwege, ou VG, La force des femmes chez Folio, qui est l'histoire il est reçu le prix Nobel, et c'est l'histoire de ce médecin hein, qui soigne au Congo, entre autres, toutes les femmes sont victimes de viols, et qui va consacrer sa vie à ces femmes, à les aider, à les reconstruire, dans tous les sens du terme. C'est très, 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 comment dire, enthousiasmant parce qu'on se dit il y a encore des gens comme ça et en plus c'est des gens discrets quoi, c'est-à-dire que le prix Nobel ça lui est arrivé bien après ses débuts. Allez-y, c'est vraiment voilà, ça rend
à la fois ça rend c'est tragique parce qu'on voit tout le malheur de ces femmes qui il y a d'ailleurs à ce niveau-là, je vous remettrai un petit lien. Il y a la grande duchesse du Luxembourg qui a une association justement qui est extraordinaire et qui se bat pour ces femmes victimes de violences pendant la guerre. Passez pas à côté, c'est Mukwege, La force des femmes, et c'est chez Folio. Ben voilà, j'espère que vous. Alors j'en ai oublié hein, malgré mes notes, mais on fera ça. Je suis un peu fatigué, donc bon, j'espère que je vous ai donné quand même envie. Et puis regardez le tome 1 du grand format, regardez le tome 2, et puis soyez curieux, allez voir, vous faites comme moi, vous savez, quand vous avez plein d'amis, enfin, ça, hein, vous allez voir quand même ce qui ils ont lu, il y a plein de livres qu'on ne connaît pas forcément, enfin qui nous sont passés à côté, et faut être curieux. Allez chez votre libraire, vous écoutez ses conseils. Les libraires en ont besoin, enfin ils ont beaucoup, enfin besoin de vous en ce moment en particulier, mais aussi ouvrez les livres au hasard, vous prenez quelques lignes, vous les lisez. Des fois le coup de foudre, moi parmi mes meilleures découvertes, ça s'est fait comme ça. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne, pas fin de rentrée parce qu'on est encore en plein dedans, et puis souvenez-vous des Jeux Olympiques, voilà de la parenthèse quand vous avez un peu de un peu triste, la Vasque, voilà, Céline Dion, tout. Bon, moi, ça m'a pas. Oui, bah, Céline Dion, j'aime bien. Moi, ça me fait pleurer. Donc, j'ai passé des bons moments, puis marchant, tout. Voilà. Bonne lecture, et puis, à la prochaine.